Bienvenue au Immobilier Online Forum Gestion de l'énergie avec RCP. Herzlich willkommen zum Immobilier Online Forum. Bienvenue à notre forum en ligne. Pour ceux qui écoutent en allemand ou en français, vous êtes dans le bon canal. Moi, je travaille chez Electro-Suisse et j'aimerais bien vous remercier pour votre soutien de Énergie Suisse, de Jules de chez TNC. Donc vous pouvez partager, vous ne pouvez pas partager votre microphone ou votre caméra, mais vous pouvez poser des questions en scannant le code QR ou vous pouvez aussi aller sur slido.com et vous entrez ce code. Et il y a un lien dans le chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Vous recevez après cette réunion aussi les présentations en tant que PDF ainsi qu'un lien d'enregistrement. J'aimerais bien vous présenter Monsieur Ralph Lehr de Jules chez TNC. Il y travaille depuis 11 ans et de base il est ingénieur d'énergie et de techniques d'installation. Et il a travaillé dans le cadre des énergies renouvelables dès le début. En 1996, à Guatemala, il a déjà installé des systèmes photovoltaïques. Aujourd'hui, il travaille vraiment au premier plan dans le cadre de la nouvelle technologie. Avec TNC et avec Joule, il construit des systèmes très intéressants. Ralph, je te donne la parole. On ne t'entend pas encore. Voilà, maintenant vous me voyez. Je vous souhaite la bienvenue à tous les participantes et participants. Je vais commencer avec la présentation. Maintenant, on va parler du management énergétique avec le système de énergie propre destinée à l'utilisation propre. Ce qui s'appelle en allemand ZEV, donc ZEV, donc c'est des maisons où plusieurs personnes vivent avec des installations de photovoltaïque. Donc le ZEV, quelles sont les tâches d'un système de management énergétique? Il s'agit vraiment de régler l'utilisation et la production énergétique et électrique ensemble avec le réseau électrique. Ceci se fait en prenant un grand consommateur, un grand utilisateur, et ou bien aussi ça influence aussi la mobilité électrique. Après, il y a aussi d'autres possibilités, bien sûr. Et l'objectif, c'est vraiment la production d'énergie, d'électricité et de réduire des charges maximales. Pour faire ainsi, il faut mesurer. Donc, ça veut dire que les systèmes de management énergétique sont capables de se charger de tâches de mesure pour l'électricité, mais aussi pour l'eau et pour la chaleur, par exemple. Et ceci peut être utilisé pour le monitoring, la surveillance ou la facturation. Maintenant, j'ai trois thèmes ici, trois sujets de ma présentation. Donc, il y a le management actif de l'énergie avec l'utilisation propre, hein, donc un focus sur l'utilisation propre. Après, on parle aussi du monitoring, de la mesure et de la facturation. Après, on parle de la mobilité électrique, du management de la charge, mais aussi des tâches de facturation. Et je vais référencer des exemples de la pratique. Donc, je vais par exemple parler de trois objets ici que vous voyez sur la présentation, sur les diapos. Donc, c'est des grandes maisons avec 17 jusqu'à 70 appartements. Ils ont tous une installation photovoltaïque.
et c'est des bâtiments où on a déjà une expérience de 1 à 2 ans. Donc maintenant, l'utilisation propre et l'optimisation de l'utilisation propre. Donc, je ne vais pas en parler en détail puisque on a un public expert, donc vous connaissez déjà, mais il s'agit vraiment de l'utilisation et de la production d'électricité au même temps. Donc économiquement, ça a du sens, c'est pertinent à cause d'une question tarifaire. Dernièrement, l'utilisation propre n'était plus tellement intéressant. Donc la question ici se pose, est-ce que les tarifs de feedback sont augmentés à cause de ça? Mais par contre aussi les tarifs d'achat ont augmenté aussi, donc le delta est resté le même à peu près. Donc l'utilisation propre reste toujours assez attirante pour les propriétaires d'installations. Donc l'utilisation propre est quelque chose d'intéressant et en réalité, il y a aussi des défis à surmonter. Ici, on voit le cours d'une journée, donc avec une cloche de production de PV. Donc ici, on a 3 groupes d'utilisateurs primaires. Donc l'utilisation dans la maison, matin, midi, soir. Après, en plus, on a une pompe à chaleur. Si on fait rien, ils travaillent en sorte que le matin, quand il y a les premiers qui prennent leur douche, ils rechargent le stockage et après, il n'y a plus rien le midi et après, ça recommence 1-2 fois peut-être par jour, mais pas beaucoup. Donc, ceci n'est pas très attirant pour des petits consommateurs. Et concernant la mobilité électrique, ça peut être pareil. Donc les personnes rentrent à la maison à 18h et ils y mettent le véhicule et ceci se charge jusqu'au matin prochain. Donc ici à droite, vous voyez une idéalisation de cette consommation, mais par contre, je vous montrerai maintenant qu'une telle courbe est bien possible. Donc, dans nos projets, avant de mettre en place des mesures, il faut tout d'abord regarder la structure d'utilisation de consommation du bâtiment. Ça dépend certainement de nouvelles constructions, de vieux bâtiments. Et après, on peut choisir les moyens qui sont les plus efficaces pour nous de point de vue avantageux et économique. Donc, on peut aussi changer un peu la production de chaleur, bien sûr, dans ces bâtiments. Quand on parle d'une utilisation propre, on parle aussi évidemment on parle aussi de la mémoire d'exploitation. Ici, à gauche, on voit l'approvisionnement en énergie classique avec les appartements singuliers et leur connexion à l'opérateur d'électricité locale. Et après, on avait maintenant une installation PV, mais sans utilisation propre. Et cette électricité a été livrée directement vers le réseau. Donc, il n'y avait pas d'utilisation propre, effectivement, comme dit. Et ce qui est maintenant nouveau, quand on parle de la ZEV, donc de la synergie pour l'utilisation propre ou la fusion pour l'utilisation propre. Là, on est notre propre client. Donc ici, on fait notre propre facturation aussi, ou bien on enregistre l'utilisation en énergie. Donc ceci peut avoir des avantages, bien sûr, pour les propriétaires d'installation et aussi pour les habitants. Donc des exemples concrets ici. Économiquement, qu'est-ce qui est avantageux? Donc, il ne s'agit pas seulement d'économiser, d'épargner de l'argent par l'électricité solaire bon marché, mais aussi
on est des plus grands clients nous-mêmes, donc on a des tarifs plus intéressants et donc plus avantageux, meilleur marché pour nous. Et là aussi, on peut économiser. Et aussi, quand on parle de la mesure, donc de la facturation, là, on a d'autres tarifs. Donc à Soulenov, par exemple, ça c'était un exemple qu'on a montré. Là, on parle d'une économie d'environ 25%, donc de 8000 francs. Donc deuxième possibilité, d'augmenter l'utilisation propre pour la pompe à chaleur et cette tube d'eau chaude. Donc ceci est à disposition pendant toute l'année, cette conduite. Et c'est assez simple. Donc, on a une installation photovoltaïque et en journée, par la pompe à chaleur, on crée de l'eau chaude et cette eau chaude reste dans le stockage et nous est à disposition jusqu'au matin prochain. Donc, ça nous ressemble assez simple, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, on a des expériences qui nous montrent qu'il ne s'agit pas surtout des coûts ici, mais il faut vraiment avoir du bon conseil. Si on veut une nouvelle pompe à chaleur, le type de pompe à chaleur est important, les interfaces, les dimensions du stockage et l'hydraulique. Donc ceci ne doit pas coûter plus, ne doit pas être plus cher, mais ceci a un grand effet effectivement. Donc ici, à l'exemple de Soulenov, on a fait un calcul et un tel système est comparable avec un stockage en batterie. Donc l'équivalent ici, ça serait 130 kWh, donc ça serait des coûts de 100 000 francs. Donc, parlons maintenant de l'électromobilité et des possibilités d'augmenter l'utilisation propre. Ici, on a souvent un feedback des clients qui nous disent qu'il y a effectivement deux opinions. Donc, il y a les uns qui disent l'installation PV sur le toit et le véhicule électrique dans le garage, c'est super. Et le deuxième groupe, ils disent que ceci ne veut pas de pair parce que la voiture n'est pas sur place pendant la journée. C'est pour cela que ça n'a guère un effet. Et tous les deux ont le droit de dire ça effectivement. Et nous, dès le début, on a effectivement essayé de proposer aux habitants des possibilités de charge pour charger leur voiture avec de l'électricité solaire, avec plusieurs modus. Avec plusieurs types de charges. Donc, il y a le type de recharge standard, le type de recharge solaire. Donc, c'est une recharge photovoltaïque directe, dynamique, en dépendance de la surcharge de l'électricité disponible dans le bâtiment. Après, il y a aussi la recharge éco, c'est une combinaison de standard et de l'électricité PV. Donc, ceci est vraiment utilisé dans notre projet. Ici à gauche, on voit une journée exemplaire d'un utilisateur qui effectivement utilise ce système photovoltaïque et qui l'a mis le soir ou le matin même. Et le système reconnaît quand il y a un surplus d'électricité disponible et du coup ça règle vraiment la capacité de recharge du véhicule et donc ici on recharge avec 100% d'électricité photovoltaïque solaire. Donc il y a des gens pour lesquels c'est moins intéressant, mais il y a une grande partie des utilisateurs quand même qui participent activement à ce système. Et ici on voit toute l'année à droite, du printemps jusqu'en automne, avec presque uniquement de l'électricité solaire qu'ils utilisent pour recharger leur voiture. Donc ceci est vraiment un grand facteur quand on parle de l'utilisation propre de l'énergie. Et ceci ne laisse pas augmenter les coûts, les frais.
Donc, en total, ici, on peut vraiment créer des quotas d'utilisation propre très hauts. Donc, ici, on retourne à nos 3 bâtiments exemplaires. À gauche, on a plus de 90% d'utilisation propre. Les 3 possibilités ont été mises en place. Ici, l'exemple à Regensdorf, on a vraiment, on n'avait pas cette gestion de chaleur active, mais par contre, on avait toujours une utilisation propre de l'électricité de 80%. Donc, du point de vue de l'opérateur de l'installation PV, ceci est quelque chose de très intéressant parce qu'il faut aussi, mais après, il faut aussi prendre en compte le changement des tarifs de an à an. Donc, ça, des fois, ça change aussi par année. Donc, si on ne fait rien, donc c'est l'exemple à gauche, là, je n'entends plus l'orateur. Là, maintenant, je l'entends de nouveau. Donc, ceci a aussi des avantages économiques. Il faut aussi regarder ça de année par année. On ne peut pas dire des propos concrets ici, exemplaires, parce que ça dépend toujours des tarifs qui se diffèrent. Donc, par exemple, ici, si on n'avait fait rien, on aurait 2700 francs par an. Ici, ça c'est l'exemple sans mesure. Avec l'utilisation propre au milieu, ça serait environ 5000 francs par an. Et l'utilisation propre plus le thermique plus l'électromobilité, on serait à une recette de presque 7000 francs par an. Donc, ceci concerne surtout des petits bâtiments. Et maintenant, on va parler de la mobilité électrique. Beaucoup de personnes ont vu maintenant qu'il y a une de plus en plus de parts de voitures électriques sur nos routes. On est à 25% de nouvelles constructions de voitures déjà. On voit que les bâtiments, les utilisateurs des bâtiments ou les habitants des bâtiments demandent ça aussi de plus en plus. Mais quand on parle de stock, on reste à 4%. Donc, il s'agit plutôt des stations de recharge singulières, des garages par exemple. Mais en perspective, on peut vraiment regarder à construire de plus en plus de stations de recharge ou de bornes de recharge parce que ça devient de plus en plus maintenant dans le futur. Et ici, effectivement, c'est nécessaire de intégrer un management, une gestion de charge pour ne pas surcharger le réseau. Parce qu'au départ, on avait peu de véhicules et ceci ne pose pas de problème. Mais s'il y a de plus en plus de véhicules qui se rajoutent et qui chargent au même temps, là on aura un problème de réseau effectivement et ainsi on doit réduire la performance et c'est la tâche du système de gestion de charge pour effectivement distribuer la performance de charge pour qu'on n'ait pas de situation de surcharge. Ici, il faut aussi veiller à ne pas seulement surveiller des groupes particuliers, mais aussi à surveiller la connexion au réseau même et donc de pouvoir la contrôler et effectivement pouvoir réduire aussi des pics de charge. Donc un autre sujet, c'est la mobilité électrique et le management énergétique. Donc l'intégration dans la ZEV au même temps directement à temps pour que les habitants ont vraiment une motivation de charger avec l'énergie solaire. Ceci laisse augmenter aussi l'utilisation propre. Et ce qui est important aussi au début, c'est de baisser les coûts initiaux, mais effectivement aussi de prévoir une construction intégrale complète. Effectivement, il faut aussi voir les possibilités de recharge de solaire qui sont effectivement avantageux. Et
Après, on a parlé aussi de la facturation, ce qui est aussi un sujet important et je vais en parler après. Donc ici, on voit le management de charge. Donc ceci est une tâche importante. Euh, et la gestion de charge, effectivement, elle veille à ce que dans un nouveau bâtiment, on aura une connexion réseau plus petite, plus marginale. Sans renforcement de réseau, on pourrait quand même charger notre voiture. Donc, on a fait des calculs ici. Donc, il s'agissait par exemple d'augmenter l'étape de sécurisation de 90 ampères. Et donc là, on parle de 15 à 20 000 francs avec effectivement avec cette connexion réseau de 90 ampères. Après, on a un autre tarif en fonction de la performance. Là, on parle de 7 000 francs par an. Et après, effectivement, les systèmes de gestion de charge aident à réduire tout ça. Donc le dernier sujet, ça c'est la mesure, la facturation, le monitoring. Donc ceci est peut-être un peu ennuyant pour des uns, mais c'est un thème assez important et intéressant. Donc on le connaît de la facturation de chaleur, d'eau, et que ça dépend effectivement de l'utilisation, mais aussi là on avait le thème aussi de la ZEV. Donc cette électricité on doit la facturer, la mobilité électrique il faut la facturer aussi. Donc il faut avoir des certificats qui influencent le monitoring, la surveillance. Et après, il y a des raisons pourquoi c'est important et pourquoi c'est avantageux. Donc, on peut l'organiser en sorte que pour chaque tâche, on aura un prestataire ou une technologie. Mais dans le cas idéal, on a un système avec plusieurs tâches au même temps. Donc, ceci mène à une réduction de coûts. Et pour des différentes tâches, on est responsable nous-mêmes parce que dans des projets, on avait aussi vu qu'il y a des cas dans lesquels un point de mesure, un point de facturation est utilisé par plusieurs systèmes et il y avait plusieurs compteurs qui sont installés l'un à côté de l'autre. Donc, en addition, il faut aussi dire qu'on peut aussi réduire des coûts en ayant seulement une unité centrale. Donc, quand on parle de la facturation des données de consommateurs, donc ceci est fait par beaucoup d'utilisateurs eux-mêmes. Et ce qui est important, c'est de faire ça de manière efficace et simple. Donc, dans le cas idéal, le système prévoit que toutes les données de consommation, comme la chaleur, l'électricité, l'eau, etc., sont facturées par une plateforme ensemble avec les autres charges. Ceci nous économise de temps et effectivement aussi du travail pour l'opération. Il y a une automatisation de la capturation des données de mesure et quand on parle de grands bâtiments, il faut aussi veiller à la conformité. Eux, ils ont déjà souvent des logiciels immobilier et là aussi, il faut veiller aux interfaces pour qu'on ait un échange de données sans barrière. Après, la visualisation pour les habitants, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que ceci motive d'utiliser l'électricité solaire de manière ciblée et ceci nous mène aussi à gérer l'énergie de manière bienveillante. Le monitoring, la surveillance peut aussi se charger de beaucoup de tâches, par exemple la surveillance de l'installation photovoltaïque, l'optimisation du chauffage, après le monitoring CSE,
après des systèmes de gestion énergétique qui peuvent aussi donner des alarmes, des alertes pour qu'on sache, pour qu'on connaisse aussi les erreurs. Et quand on met en opération des nouvelles installations, la surveillance énergétique, effectivement, peut être très intéressante aussi pour résoudre des problèmes. Donc ici, on a beaucoup d'exemples qu'on peut montrer. Par exemple, quand on parle de la pompe à chaleur, après la mise en service, on se dit, OK, c'est bien, on a de l'eau chaude. Et après, grâce au monitoring, on a pu montrer qu'effectivement, le réglage n'est pas encore idéal et qu'on peut le changer encore un peu. Parce que ici, la pompe à chaleur avait une cadence de presque 40 fois par jour. Ceci, on peut le voir grâce au monitoring, on peut le changer. Parce que ceci, effectivement, nous fait aussi économiser de l'argent. Et un dernier point, quand on parle du monitoring et de la gestion énergétique active, ce qui est aussi intéressant, c'est de promouvoir l'efficacité énergétique. Ici, on a l'exemple du Sonnenhof avec de plus en plus de stations de recharge, de bornes de recharge. À la fin de 2022, on avait déjà 6, maintenant c'est déjà 9. Donc la consommation en énergie augmente aussi grâce à des mesures d'efficacité. Et si on a vu que la connexion au réseau, même si on avait une surutilisation à cause de la mobilité électrique, là on pouvait réduire en total l'utilisation énergétique. Ceci est la fin de mon discours et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Ralph pour ces questions. On a déjà beaucoup pour cette présentation, on a déjà beaucoup de questions. Donc je vais commencer avec la première question. On parle d'une facturation de 900 francs par an avec 4 à 5 appartements. Est-ce qu'il y a une possibilité meilleur marché pour la facturation? Oui, il y en a. Donc en Suisse, on a un paysage assez hétérogène. On a plusieurs structures tarifaires qui changent aussi de année à année. Donc 900 francs par an, c'est assez haut, c'est beaucoup d'argent. Il y a aussi des solutions plus attirantes des fois, mais je pense que dans ce cas-là, une installation ZEF propre, donc une fusion à utilisation propre, avec ceci, on pourrait effectivement économiser de l'argent. Super, donc maintenant la prochaine question. Dans une discussion dans le chat, quels habitants ont la priorité pour l'énergie solaire bon marché? Parce qu'effectivement, c'est compliqué quand il y a plusieurs appartements, plusieurs familles ou plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on peut équilibrer ça? Moi, je peux seulement parler de notre cas, comment nous on le fait dans nos projets. Donc, nous, dans le cas de la fusion à utilisation propre, la ZEF, on a une répartition équilibrée sur tous les parties. Donc maintenant, c'est aussi possible de exclure des parties ou des appartements, par exemple quand il y a des changements d'utilisation ou quand il y a des participations ou pas au réseau. Donc là, il y a aussi des options techniques de le prévoir. Comment est-ce que vous le faites quand il y a quelqu'un qui a un véhicule électrique? Est-ce que la personne peut peut en prendre toute l'électricité solaire ou est-ce que la maison même a la priorité? Donc
il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière ça quand on parle de la répartition de l'énergie. Donc, effectivement, le véhicule ne peut pas prendre toute l'énergie, ça c'est clair, mais quand on parle de la gestion énergétique, on parle aussi de l'efficacité, de l'optimisation de la recharge solaire de véhicules. Ça, c'est effectivement une option de augmenter l'utilisation propre qui est très efficace. Un contre-exemple, ça serait l'augmentation d'utilisation propre par le chauffage. Ici, le véhicule électrique aura la priorité. Et donc, il y a aussi des possibilités de recharge solaire, effectivement, comme j'en ai parlé, deux ou plusieurs véhicules qui veulent effectivement charger avec de l'énergie solaire. Et là aussi, on aura une répartition équilibrée sans barrière et dynamique. Prochaine question, où est-ce qu'il y a des modules, des exemples intéressants, où est-ce qu'on en trouve pour créer des ZEF, donc des fusions à utilisation propre de Énergie Suisse. Là, il y a des documents intéressants et il y a le guide de l'utilisation propre d'Énergie Suisse. Donc, ici, dans l'annexe, il y a l'exemple pour l'addition au contrat de location. On peut l'adapter aussi. Après, quand on parle de la facturation de l'énergie, pour la tarification, quand on parle de ça, chez Suisse Solaire, par exemple, là, il y a des informations aussi, il y a un outil aussi. Et je pense que ça, c'est des approches très intéressantes, effectivement. Est-ce que c'est intéressant de combiner un système de gestion de charge ouvert avec un ZEF, donc une fusion à utilisation d'énergie propre? Donc maintenant, oui, c'est pertinent. Il y a des opérateurs maintenant qui offrent toute la structure de charge. C'est assez confortable pour les propriétaires de biens immobiliers. Mais quand il y a des tels systèmes à l'extérieur du ZEF, donc là, il y a un grand potentiel qu'on n'utilise pas effectivement pour l'utilisation propre. Donc là, il faut veiller à ce que l'énergie reste dans la fusion à l'utilisation propre, donc dans le ZEV. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un système ouvert ou est-ce qu'il y a déjà des interfaces standardisées? Malheureusement, il n'y en a pas encore. Quand on parle d'une installation de base avec une gestion de charge, est-ce qu'on peut aussi avoir une connexion à 32 volts, par exemple pour charger le vélo électrique de manière optimisée? Oui, en théorie c'est possible et en pratique aussi c'est possible. Par contre, là il faut freiner un peu. Parce que l'utilisation ici et le travail ne sont pas en relation, donc c'est un peu déséquilibré. Quand on parle de la gestion de charge, effectivement, la capacité de charge d'un accumulateur en vélo électrique est assez petit, donc peut-être ici ça vaut pas la peine. On peut le faire, mais ceci coûterait. Et c'est peut-être pas trop attirant. La prochaine question concerne la charge bidirectionnelle. Donc, est-ce que c'est déjà pertinent aujourd'hui ou est-ce qu'on peut le monter en conséquence? Est-ce que vous avez déjà des expériences? C'est un sujet qui est abordé souvent et c'est assez intéressant du point de vue technique. Donc, ici aussi, il faut faire attention un peu. Quand on regarde l'état actuel, il s'agit maintenant seulement d'un nombre assez limité de véhicules qui utilisent cette interface DC surtout. Et ceci veut dire que ainsi on a besoin de stations de recharge qui intègrent ces valeurs et des telles bornes de recharge sont encore beaucoup plus chères qu'une wallbox AC. Donc, on parle de 10 000 francs ici à peu près. Économiquement, ce n'est pas encore très pertinent. Par contre,
On peut quand même déjà regarder quand on parle de l'installation de Wallbox AC, qui a déjà un protocole de communication pour le futur, pour le DC. Donc là, il y a la ligne 15 118 qui effectivement prépare déjà effectivement tout ça pour l'avenir. Donc, un véhicule bidirectionnel avec un système de recharge bidirectionnel dans un ZEF. Donc, ceci est comme une batterie à peu près. Est-ce qu'il y a des différences intéressantes quant à l'efficacité ou bien d'autres choses qu'il faut voir quand on parle de la recharge bidirectionnelle? Pour effectivement promouvoir tout ça grâce à des systèmes avec un ZEV. Donc, quand on parle de la charge bidirectionnelle, là, on a beaucoup de choses à faire encore. Donc, il y a beaucoup de défis techniques à entreprendre encore. Donc, les producteurs de véhicules, ils travaillent déjà, il y a déjà des essais de flotte, mais à l'instant, il y a encore beaucoup de travail à faire, régulatoire aussi, des standards, des interfaces de communication, etc. Donc, après, il y a le sujet aussi de l'économie, de tout ça. Donc, à la fin, c'est seulement intéressant de manière économique si il y a un delta entre l'acquisition et la vente d'électricité. Donc, à la fin, est-ce que c'est intéressant pour l'utilisateur d'utiliser dans ce contexte-là des cycles de charge de leur véhicule, ce qui mène aussi à une utilisation de la batterie, à une utilisation augmentée de la batterie effectivement du véhicule. Donc, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas encore. Ce qui est intéressant peut-être, c'est des accumulateurs de batterie stationnaires. Donc là, on a déjà beaucoup d'expérience. On a des systèmes de mesure avec des compteurs pour effectivement essayer de voir de regarder l'efficacité. Et ici, on voit des systèmes qui ne sont pas tellement efficaces que ça. Donc, on parle de seulement 60% des fois de la performance, mais on ne parle surtout pas de presque 100%. Donc, 70 à 80% peut-être est réaliste ici. Et donc, on perd aussi beaucoup d'énergie ici. Donc, la prochaine question, ça c'est la facturation. Comment est-ce qu'on peut mettre en place les tarifs dans le ZEV pour que les utilisateurs agissent en dépendance avec l'électricité solaire? Donc, il y a des règles dures ici quant aux tarifs d'énergie solaire. Quant à la tarification, la facturation, donc il ne peut pas être plus haut que le prix d'énergie conventionnelle. Et après, il y a aussi des règles de comment créer le tarif. Ce qui est nouveau ici, c'est la règle ou la possibilité effectivement d'avoir un tarif solaire à 90% et pour effectivement ne pas devoir faire des facturations compliquées. Dans nos projets, on recommande de orienter le tarif solaire vers le tarif normal et de le faire un tout petit peu moins cher, mais pas vraiment beaucoup moins cher, pour effectivement créer aussi l'attirance pour les habitants. Après, il faut garder aussi que ceci marche aussi de manière économique en général avec le système PV. Et quels opérateurs de facturation est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'on a besoin d'un opérateur ou d'un prestataire de service ou est-ce que ceci est faisable par l'administration? Donc là, vous ne parlez pas de la technique, non? On parle vraiment des prestataires de services de facturation, effectivement.
Donc une station d'électricité officielle publique peut être aussi un prestataire de facturation, par exemple. Nous, on ne fait pas encore ça, donc moi, je recommanderais de regarder plusieurs opérateurs. En partie, il y a vraiment des offres intéressantes des stations d'électricité publiques. Nous, on travaille ensemble avec Egon en tant que système. Et ici, on voit que la facturation peut se faire par l'administration qui fait déjà aussi la facturation de chaleur et d'eau. Donc, ceci est peut-être un meilleur marché que par des prestataires de services externes. Donc, ici, on peut regarder ça et on peut veiller au coût aussi. Donc, et si on a installé ça, une telle facturation est assez simple à régler, à faire, avec bien sûr un système de mesure efficace derrière. Au sein du ZEF, comment on peut assurer que ceux qui ont une grande partie de PV ne profitent pas plus que ceux qui travaillent ou ceux qui ont de l'énergie du réseau? Est-ce que tu as compris la question comme ça ou est-ce que tu peux reposer la question? Donc, il s'agit de ça. Si quelqu'un il reçoit toujours de l'énergie PV, est-ce que on en profite davantage en comparaison avec les autres qui investissent aussi dans la PV, mais qui surtout reçoit de l'énergie du réseau officiel? Donc, par exemple, des gens qui sont à la maison toute la journée ou des gens qui ne sont pas vraiment à la maison, donc des différences d'utilisation ici. Donc, dans notre cas et dans plusieurs cas, on voit qu'il faut effectivement honorer l'utilisation d'énergie PV. Donc, ceux qui utilisent l'énergie PV, ils devraient avoir des bénéfices aussi. Quand on parle de la propriété d'appartements, là, il faut aussi voir le côté utilisation et le côté installation PV. Donc, l'installation en soi, elle profite économiquement d'une d'un prix plus haut grâce à l'utilisation propre. Donc, à cause de donc les personnes qui effectivement utilisent l'énergie du PV, elles reçoivent aussi plus d'argent grâce au reflux ou flux de retour, effectivement, grâce aux recettes à cause de l'installation photovoltaïque ou bien grâce au rendement. Quand on parle des propriétaires d'appartements dans un ZEF, est-ce il reste encore des clients du réseau de distribution? Dans le cas du ZEF, les personnes singulières ne sont plus les clients du PV, mais effectivement, le client en soi, c'est la fusion, donc le ZEF en intégralité. Et après, il y a un responsable ZEF qui est l'interlocuteur, effectivement, mais en soi, ce ne sont pas les personnes mêmes, c'est la fusion en total qui doit effectivement organiser la facturation aussi. Et donc, eux, ils peuvent aussi définir le tarif pour l'énergie solaire. On a fait des projets intéressants quant à ça chez le Zononov, par exemple. Là, il s'agit de propriétaires, par exemple, qui peuvent définir les tarifs d'énergie solaire. Prochaine question. Comment, de manière technique, est-ce qu'on fait la priorisation de la recette d'énergie solaire dans un ZEF? Moi, je peux seulement parler de notre système. Donc, nous, on mesure vraiment dans des blocs de 15 minutes. Donc, on voit la production et l'utilisation d'énergie. Donc, pour chaque moment, on a une question de part d'énergie PV et de part d'énergie du réseau et après l'utilisation aussi des propriétaires ou des appartements.
Et pour chaque fragment de temps, on regarde le comportement effectif des propriétaires ou des habitants et on le répartit ainsi. Et les habitants même peuvent après influencer leur part de l'utilisation d'énergie à cause de leur comportement. Par exemple, on peut allumer le lave-linge le midi quand il y a beaucoup de soleil, par exemple. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est de mettre toute la partie solaire sur un appartement. Donc, il y a toujours une répartition. Donc, une relation momentanée, instantanée de la relation PV et énergie de réseau. Est-ce que Jules peut visualiser le compteur d'un ZEF? Normalement, oui, normalement c'est possible. Là, il faut regarder les interfaces utilisées, les compteurs qu'on a utilisés, les interfaces qui existent. Dans la plupart des cas, c'est possible. Reparlons de la facturation. Donc, quelqu'un ici des participants a dit que dans leur ZEF, la partie de l'énergie photovoltaïque est la même que la partie de l'électricité qu'on reçoit du réseau public. Ça, on peut le faire, bien sûr. La règle principale, c'est que le ZEF doit organiser la facturation et le ZEF doit répartir de manière juste les compteurs et l'utilisation de l'énergie avec les compteurs. Donc, pendant l'année, par exemple, c'est possible d'avoir une certaine partie d'utilisation propre et après, on a une certaine configuration de la répartition. Donc, ceci crée aussi des motivations d'utilisation de l'énergie solaire, ce qui est plus juste, effectivement. C'est de regarder qui a utilisé l'énergie quand. Donc, effectivement, de regarder de manière instantanée. Mais c'est aussi possible de faire autrement. Après, l'utilisation différente du tarif PV plus attirant qui n'est pas en relation avec l'investissement du départ de tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a une solution ici? Ici, on parle de nouveau de la propriété d'appartement, non? Donc là, j'aimerais bien retourner à ce que j'avais dit avant. Moi, je préconiserais de ne pas lier la distribution, l'énergie de PV avec d'autres choses, donc de ne pas mélanger les choses. Parce que l'énergie PV est livrée au réseau et on vend aussi l'électricité aux ZEF. Donc c'est comme ça que l'installation PV crée des recettes et ces recettes sont là pour effectivement les propriétaires des appartements. Donc et ceci devrait couvrir les investissements. Après, il y a aussi le côté utilisation. Là, d'après moi, ça dépend bien sûr du comportement des personnes. Prochaine question. Là, on parle de la priorisation. Si quelqu'un a une borne de recharge, une autre personne n'a pas ça. Est-ce que là, il y a une relation équitable parce qu'une personne n'avait pas pu profiter de l'énergie PV, est-ce qu'il y a une solution ici? On parle toujours de la propriété d'appartement. Moi, j'aimerais bien séparer ça, effectivement. Donc, séparer le côté recette de PV et utilisation de PV. Donc, si quelqu'un n'a pas de voiture électrique, il ne peut pas, effectivement, charger d'électricité solaire. C'est normal. Mais ainsi, on peut aussi créer des tarifs qui sont différents un peu
parce qu'il y a des gens effectivement qui ne peuvent pas tellement profiter de l'énergie PV, parce que là, il n'y a pas de frontière, là, il n'y a pas de limite, je pense. Oui, c'est ça. Mais là, c'est plutôt un débat de jalousie, d'après moi. Mais là, on avait déjà un chat assez intéressant quant à ce sujet-là. L'avenir des ZEF virtuels. Ça, c'est un sujet assez intéressant et je pense que là, on fait déjà beaucoup du côté législatif. On parle ici de la sécurité énergétique. Donc, à l'instant, c'est comme ça qu'on doit avoir une connexion physique. On ne peut pas aller par le réseau de distribution. Maintenant, on parle beaucoup de communauté énergétique locale et quand on aura ça, là, ça serait possible d'avoir une ZEF virtuelle d'objets qui ne sont pas connectés de manière physique et je pense que ça, c'est une possibilité assez attirante pour effectivement augmenter la production d'énergie propre. Et je pense que dans l'avenir proche, là, on concrétiserait probablement les choses. Ça, c'est un travail qu'on fait déjà. Prochaine question, on reparle de la facturation. Est-ce que c'est OK si le tarif PV est plus haut que le tarif normal, d'avoir un tarif moyen? Donc un tarif moyen, est-ce qu'on peut avoir un tarif unitaire, par exemple, de... est-ce qu'on parle de la propriété d'appartement toujours ou du ZEF en général? On parle du tarif d'électricité. Est-ce qu'il faut avoir des tarifs différents, des tarifs de PV haut ou des tarifs bas, ou est-ce qu'on peut avoir un tarif général pour tous les heures du jour? Donc, je pense que les règles ici, c'est effectivement que ça ne doit être pas plus cher. De manière régulatoire, législative, effectivement, ce qui est prévu, c'est d'avoir un tarif PV qui est fait par cette facturation dont j'avais parlé avant, des coûts de création d'électricité, etc. Donc là, on peut faire un mélange, mais ce que j'ai pas encore vu, c'est un système unitaire, mais peut-être c'est probablement OK. Mais là, de manière juridique, je pense que j'aimerais pas trop dire parce que j'en sais pas trop. Une autre question assez intéressante, est-ce qu'une ZEF est aussi pensable pour des locataires où il y a des balcons solaires propres, donc des petits balcons avec des installations solaires? Est-ce que c'est possible d'intégrer ça dans la ZEF? Nous, on se dit pourquoi est-ce que de manière régulatoire ça devrait être interdit, je sais pas. Mais je pourrais m'imaginer que une ZEF, ça, il faut l'enregistrer chez les stations d'électricité locales. Et ces petits photovoltaïques du balcon, c'est que de manière régulatoire, c'est beaucoup plus simple. Donc, quant à la connexion et à l'enregistrement, si on fait une collecte de tout ça, on aura une installation PV plus grande. On parlera plus de 600 watts, mais 6 kilowatts. Donc là, on aura une installation différente, plus de règles probablement. Je suis un peu sceptique si c'est assez simple. Moi, je parlerai à la station d'électricité publique, la centrale d'électricité, effectivement, pour voir comment ils font. Après, une question personnelle encore. Est-ce que tu connais Z et V, VIY.ch? Est-ce que ceci a des avantages quand on parle des différents systèmes?
Moi, j'en peux pas dire beaucoup. Je sais que ça existe. Moi, je peux vous proposer une propre solution de facturation, mais moi, je ne peux pas trop juger ça. Vous avez parlé de la cadence de 15 minutes. Est-ce que c'est pas trop lent si on a beaucoup de soleil, par exemple, qui varie aussi par minute, par seconde aussi? Ou est-ce qu'il s'agit surtout de la cadence de facturation? Effectivement, il s'agit seulement de la cadence de facturation. La gestion énergétique travaille avec des cadences de secondes. Donc, quand on parle effectivement des pompes à chaleur, des installations solaires, là, on parle vraiment d'une cadence de secondes. Et il y a des stations de recharge qui sont ciblées assez vite, des pompes à chaleur un peu moins, mais ça dépend vraiment des installations. Et la gestion énergétique se fait beaucoup plus rapide ici. Donc les 15 minutes, c'est vraiment la facturation. Ça vient du monde des centrales et d'électricité qui travaillent surtout avec les 15 minutes. Un ZEF implique aussi une infrastructure cellulaire. Donc est-ce que celle-ci peut être amortisée par la facturation du ZEF? La prestation de facturation peut se faire ainsi. Des investissements singuliers ne peuvent pas être intégrés, je pense. Par contre, ici, il y a d'autres possibilités aussi de louer des compteurs, par exemple, et là, c'est un autre cas encore. Quand on parle des compteurs, on devrait les ajuster tous les 10 ans probablement. Est-ce que ceci est contrôlé, fait activement? Est-ce qu'ils sont ajustés? Est-ce qu'ils sont remplacés? La ZEF, ça existe depuis 5 ans, depuis 2018 maintenant. Donc, on a encore on a des compteurs qui n'ont pas encore 10 ans. Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on doit ajuster après 10 ans, ça c'est vrai. Nous, on part du principe que après 10 ans, on changerait le compteur. Pour des objets plus grands, il y a aussi l'option de faire des épreuves aléatoires de réajustement. Mais de manière pratique, on ne l'a pas encore fait. Je pars du principe d'un changement de compteur qui est qui met en marché. Et si on crée une ZEF, là aussi, effectivement, il faut aussi amortiser les compteurs dans les 10 ans. Une autre question intéressante, est-ce que une centrale d'électricité peut avoir le village intégral en tant que ZEF? Donc là, on reparle effectivement du côté virtuel, du ZEF virtuel. Ça, on l'a pas encore. J'aimerais pas trop répondre à cette question parce que je sais pas trop, j'avoue. Les prescriptions régulatoires des centrales d'électricité, ça c'est une. Voilà, là, c'est plus trop dans le cadre de nos compétences. Je pense que c'est pas assez. Ça se fait pas souvent, effectivement. Ça serait un projet pilote parce que je crois que effectivement, même pour le ZEF, il faut se mettre à disposition. Donc, déclarer sa disponibilité. Dans le dernier forum concernant les ZEF, on en a déjà parlé aussi. Est-ce que tu peux en dire quelque chose? Peut-être quand on crée un nouveau ZEF, là, les locataires devraient signer le contrat quand ils viennent. Mais quelqu'un peut aussi opter contre le ZEF dans le bâtiment et pour que le ZEF ne se réalise pas à la fin.
Ceci est le cas effectivement quand on parle des nouvelles constructions, c'est assez simple parce que là, c'est communiqué dès le début qu'il y a un ZEF qui existe et il y a cet attachement au contrat de location. Les locataires, effectivement, doivent prendre en compte ça. Donc, les locataires ont le droit, quand il y a une création d'une ZEF, de renoncer à ça. Et on peut trouver des solutions techniques pour ça aussi. Donc ces locataires sont approvisionnés par la centrale d'électricité locale ou publique. Est-ce qu'on peut sortir du ZEF ou est-ce que c'est différent de cas par cas? Si on est dedans, on est dedans, on reste dedans. Parfait. Donc, conclusion, il nous reste 1 minute encore, donc on a terminé ponctuellement. Merci beaucoup toi, Ralph, d'avoir pris le temps et d'avoir répondu aux questions. Merci à Énergie Suisse, Énergie Schweiz pour cette réunion. Et je vous souhaite une bonne après-midi et des belles vacances. Merci. On nous revoit en août avec la prochaine réunion concernant les normes et les prescriptions. Merci. Merci aussi de mon côté et à bientôt.